Et je ne connais pas grand monde dans ce monde, que ce soit du monde des écrivains, mais même j'ai eu par ailleurs, après ça, j'ai rencontré des gens qui sont devenus très, très successful dans beaucoup de domaines. Ça monte à la tête des gens. Parce qu'on se dit que finalement on est mieux, supérieur aux autres. Julio n'a jamais été comme ça. Et je pense que, je suis pas sûr que ça ressorte beaucoup de ses écrits, mais ça, c'était lui, c'était un type formidable, c'était un homme humainement, et tous les gens qui l'ont côtoyé, je pense que personne ne pourra vous dire autre chose que ça. On peut ne pas être d'accord avec ses opinions politiques, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont il a mené sa vie et ses relations avec les femmes, mais on ne pourra jamais, à mon avis, lui reprocher que c'était quelqu'un de bien. Par-delà ses talents d'écrivain et de... Voilà. Donc dans la vie courante, il était comme ça. Alors la seule chose sur laquelle il était un peu différent des autres, c'est qu'il adorait, avec ma mère aussi, c'était de faire que des objets deviennent des êtres humains. Donc on parlait tout à l'heure du Combi, Volkswagen, avec lequel on a fait beaucoup de voyages, et avec lequel ensuite il a fait pas mal de voyages avec Carole. Bah, il avait donné un nom à ce combi qui était tout rouge, et tout était comme ça, c'est-à-dire que par exemple, il donnait des surnoms aux gens qu'il aimait. Par exemple, lui, dans les écrits d'ailleurs, quand il écrivait à ma mère, il l'appelait Marmotte, Marmota, et moi par exemple, il m'avait surnommé Kangourou. Et c'est pour ça qu'il y a un écrit, il y a une lettre qui m'embrasse en disant « Cher Kangourou ». Donc il avait, même s'il était très normal, dans ses relations, il utilisait il avait son monde à lui, et de temps en temps, ce monde à lui impactait la vie courante, mais il le faisait d'abord toujours avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amour et beaucoup de légèreté, quoi. C'était quelqu'un de très léger, pourtant, voilà, avec des implications politiques, avec une vraie conviction, avec des vrais engagements, mais voilà, c'était quelqu'un, voilà, c'était un mec formidable. Pensait qu'il était vampire, et donc tout ce qui était attrait au monde du vampire, il adorait ça, et il adorait les films de vampires, notamment les vieux classiques de vampires avec Christopher Lee, ou même ceux d'avant avec Boris Karloff, etc. Et comme moi j'adorais ça, moi j'adorais tous les films d'horreur, enfin pas d'horreur parce que j'aime pas les films d'horreur, mais les films avec les vampires. On allait très régulièrement au cinéma, je sais pas, on y allait après qu'il se soit séparé de ma mère, on allait, je sais pas, une fois tous les 2-3 mois, voir un film tous les deux. Et voilà, et on passait un bon moment et on voyait un bon film. Et il y avait deux choses qui vraiment, sur lesquelles, qui m'a fait découvrir et que j'ai continué à aimer après, puisque je continue à voir des films de vampires. J'aime toujours ça. C'est ça et la boxe. Julio adorait la boxe. Et en plus, à l'époque, il y avait un grand champion de boxe argentin qui était Carlos Monzon. Et je me souviens que, je ne sais plus exactement la date, mais dans les années 70, j'étais tout petit, il y avait un match entre Carlos Monzon et le grand champion français, qui a perdu malheureusement. Enfin, Julio était content parce que c'est Carlos Monzon qui a gagné, mais moi j'étais pas content parce que qui s'appelait Jean-Claude Boutier, qui était un combat formidable, et on est allé, je crois que c'était au Palais des Sports à l'époque, voir ce match. Et ça, c'est, voilà, et j'adore, et je continue à aimer la boxe. J'envisage même d'en faire. Je suis peut-être un peu trop vieux maintenant pour faire de la boxe, mais bon. Il venait très souvent. Hein. À cette époque-là, les gens, la rue. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus. Non, c'est dans un des livres de Julio. Je crois que c'est le livre de Manuel où il parle de la rue de Savoie, où il y a une dîner qui se passe rue de Savoie. Je crois que c'est le livre de Manuel. Et où ils se retrouvent tous. Et effectivement, à l'époque, ils habitaient tous plus ou moins à Paris,
Et ils venaient souvent tous dîner à la maison. C'était alors certains étaient de passage, d'autres habitaient Paris. Mais que ce soit Octavio Paz, que ce soit Julio, que ce soit Gabriel García Márquez, que ce soit Carlos Fuentes, que ce soit même Jorge Amado et les autres, ils se retrouvaient souvent à la maison. Il y avait un point commun, hein. Il y avait deux points communs. Le premier, c'était tous des exilés. Le deuxième, c'est que, comme la plupart de ces écrivains étaient édités chez Gallimard, et que ma mère s'occupait d'eux, il y avait un point commun, puisqu'ils avaient tous, ils se retrouvaient tous, ma mère était un peu la plaque tournante. Et c'est aussi comme ça qu'elle a continué à travailler avec les uns et avec les autres après. Et ils étaient tous, la plupart étaient publiés chez Gallimard. Está publicado Gallimard. Gallimard c'était la maison d'édition à l'époque qui était la plus orientée vers les livres étrangers. C'était la référence. Gallimard, c'était d'ailleurs la plus grande maison d'édition pour tout ce qui était littérature d'un certain niveau, et a fortiori de littérature étrangère. Et c'est pour ça que il y a une photo d'ailleurs à la maison que tu as vue, comme Z. Et Z, c'était un écrivain grec qui s'appelle Vassilis Vassilikos. Et il y a une photo de Julio avec ce Z. Donc tout le monde venait là. Z, c'était un des premiers films, un des livres dont on a tiré un film après, qui a gagné, qui était un film français. C'était les Français qui avaient produit ce film. Et c'est le premier film étranger qui a gagné 8 Oscars aux États-Unis. Et Vassilis était un auteur grec, mais aussi publié chez Gallimard. Donc ils se retrouvaient tous là. La période, alors quand j'étais petit, je ne m'en suis pas rendu compte, mais 70-80, la richesse intellectuelle, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une réalité, la concentration d'auteurs et d'auteurs étrangers qui sont venus vivre à Paris était incroyable, parce qu'il y avait les latino-américains qui habitaient là à cause du régime chilien, à cause des colonels en Argentine, à cause de tout ce qui se passait là-bas. Il y avait ceux qui étaient dans les pays de l'Est, qui eux étaient en exil en Paris à cause du régime communiste. Et Milan, c'est comme ça que Julio a rencontré Milan. Julio a rencontré Milan Kundera parce que Milan était publié aussi chez Gallimard. Et en Grèce, c'était pareil, c'était le régime des colonels. Donc tous les gens qui fuyaient la dictature, quelle que soit la couleur politique de la dictature, se retrouvaient à Paris. Et pour ceux qui étaient publiés chez Gallimard, beaucoup se sont retrouvés à cette époque-là rue de Savoie. Donc voilà, on pourrait en faire quand on regarde l'importance que ces écrivains ont eue après, c'est incroyable. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte quand vous êtes gamin, j'avais 10, 12 ans, 13 ans. Pour moi, ils buvaient beaucoup, ils fumaient beaucoup, ils passaient leur temps à discuter, à refaire le monde. Mais rétrospectivement, c'est incroyable, parce que c'est vrai que j'ai rencontré des gens, des auteurs fabuleux, avec leurs différences, avec leurs opinions politiques qui étaient différentes. Parce que même s'ils s'entendaient bien, Milan détestait le communisme et tout ce qui était à gauche, c'était horrible. Et Julio, Gabo, etc., tout ce qui était de droite était terrible. Et pourtant, ils arrivaient quand même à communiquer. Elle avait, à nouveau, c'est une femme difficile, mais qui avait une telle passion pour la littérature latino-américaine qu'elle a consacré une partie de sa vie à ça pour faire que cette écriture, cette culture soit reconnue le plus possible, pas uniquement d'ailleurs en France, mais dans toute l'Europe. Et je me souviens très bien que
même aux États-Unis, elle passait beaucoup de temps à défendre les intérêts de Julio et d'autres auteurs quand elle discutait avec Knopf ou des maisons d'édition américaines. Elle a vraiment, voilà, elle l'a consacré avec passion et avec excès cette volonté de faire en sorte que ces écrivains soient le plus lu possible et le plus largement possible. Et même, je me souviens qu'ils allaient de temps en temps dans les pays de l'Est pour promouvoir Julio et d'autres auteurs, mais en particulier Julio. Et voilà, ils y allaient souvent et passaient du temps. Il y a une anecdote assez marrante d'ailleurs là-dessus, parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, quand on touchait des droits d'auteur en Union soviétique ou même en Pologne, vous ne pouviez pas récupérer l'argent des droits d'auteur parce que l'argent n'était pas convertible. Et à un moment donné, Julio avait vendu pas mal de livres finalement en Pologne et dans les pays de l'Est. Et un jour, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent parce qu'on ne peut pas l'utiliser, ça reste dans les pays de l'Est. Et l'idée, ça avait été un moment d'acheter un cheval. On s'était dit que peut-être que la meilleure solution, c'était d'acheter un cheval, un pur sang, quelque chose qui aurait de la valeur, et de ramener le cheval ensuite en France pour pouvoir au moins revendre le cheval avec l'argent auquel on aurait pu vendre ce cheval. Parce qu'il n'y avait pas moyen de récupérer l'argent des droits d'auteur. Donc voilà, vraiment l'idée c'était de faire en sorte que ces livres, que ce soit Octaèdre, Libro d'Emmanuel ou Reguela, soient le plus diffusés dans le monde. Et c'est pour ça, je pense aussi que malgré la séparation, malgré la suite, Julio a reconnu ça en lui donnant à sa mort une partie de ses droits d'auteur. Voilà. Et en lui laissant la maison. Parce que je pense que Julio avait compris que cette maison pour ma mère était... voilà, c'était beaucoup de choses. C'était sa vie, c'était leur vie, ça avait été leur histoire d'amour voilà, malgré les souffrances, à nouveau, c'est quelqu'un qui était très lucide, très juste. Et il a reconnu que peut-être qu'une partie de sa réussite, non pas littéraire, parce que littéraire, c'est son talent, mais de sa reconnaissance internationale, il la devait à ma mère. Pas uniquement, mais en partie à ma mère. Les lettres que j'ai gardées, voilà, sont pas très originales parce que c'est pas la grande littérature, mais c'est des lettres d'amour, quoi. Alors elles sont en français, elles sont pas en espagnol, parce que Julio écrivait beaucoup en français aussi. Si. Mais voilà, chacun peut avoir une vision des choses différentes, mais ça c'est un fait. C'est que je sais pas, j'ai pas à compter, mais pendant une période de 10 ans, qui ont été quand même, quand on regarde l'œuvre de Julio, il avait écrit de très belles choses avant, Rayuela c'était avant et tout, mais il a écrit pas mal de choses entre 67, 68 et 80, 77, 78. Et cette période-là, c'était une période qui a été faste pour la création de Julio. Et ma mère était avec lui. C'était ni Carole, ni Aurora. Donc de dire qu'elle n'a pas eu d'influence ou qu'elle a été un élément qui n'a pas contribué à ce qu'il soit lui-même créatif, je ne sais pas. Voilà, c'est un constat. Il a fait beaucoup de choses pendant cette période. Et ma mère le poussait beaucoup à faire. Teresa, tu peux aller voir si c'est ouvert en haut parce que le truc fume. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre.